La neige, ce n'est pas encore la fin du monde. Ce n'est que la neige à perte de vue comme un naufrage. Me voici à mon poste, derrière le voilage de la fenêtre de ma chambre. La rue Augusta est là, toute blanche, à mes pieds. Les traces de traîneaux luisent sur la neige durcie. Les ombres sont très bleues. La rue Philippe, tout à côté, monte vers la campagne. Les arbres secs crissent dans le vent. Voyante, je suis voyante, immobile et lourde. Je dois accoucher bientôt. Extra-lucide, on m'a placé là pour que je voie tout, que j'entende tout. Quoi qu'on dise et quoi qu'on fasse, je demeure le témoin principal de cette histoire de neige et de fureur. C'est ce qu'il y a de fantastique dans écrire, c'était cette espèce d'alchimie intérieure qui se passe. C'est comme si on mettait des petits ferments qu'on apportait et rien ne paraît se passer. C'est comme quand on regarde de tout près des toutes petites pousses qui commencent au printemps et puis tout d'un coup ça devient une plante, ça devient un être vivant, parce que pour moi des personnages c'est des êtres vivants. Une vie, une œuvre, Anne Hébert, Catherine Pont-Imbert, Françoise Camard. Une phrase ne peut pas être belle, une phrase de poète ne peut pas être belle si elle n'est pas juste. Et je crois que c'est la rencontre des deux, de la justesse et de la beauté, qui fait que c'est une parole de poète. Poète, romancière, auteure de théâtre et de nouvelles, Anne Hébert est née à Sainte-Catherine-de-Fossambeau, à quelques kilomètres de la ville de Québec, et a fini ses jours à Montréal. Mais elle a en réalité vécu l'essentiel de son temps en France, où elle arrive à bord du paquebot Liberté, un jour de 1954. Elle venait y séjourner quelques mois, elle y restera plus de 40 ans. De la vie de Anne Hébert, nous savons peu de choses. Il y a chez elle un mystère. Mystère qui tient au contraste saisissant entre la douceur juvénile de la femme et la violence farouche et révoltée de l'œuvre, entre l'intensité désespérée des sentiments, des émotions, et le dénuement de la forme, le dépouillement de la langue. Mystère donc, mais aussi élégance et pureté. Dans une phrase de son journal en 1937, le poète Hector de Saint-Denis-Garneau, cousin de Anne Hébert, écrivait « Anne, venue cet après-midi, sa façon de marcher et quelques gestes ont évoqué pour moi une étrange élégance, un peu rigide, un peu mécanique, avec une miette de préciosité. Le tout empreint de gaucherie enfantine, une chaleur pourtant là-dessous. Alliage vraiment étrange, surprenant, et tel, j'y songe, qu'aurait sans doute goûté Baudelaire. Mystère, élégance, pureté enfin, qui a partie liée avec la part d'enfance qu'Anne Hébert a su préserver et protéger en elle. « Je suis un enfant dépossédé du monde », écrivait-elle dans son recueil de nouvelles Le Torrent en 1950. Pour donner cette œuvre d'une absolue précision, d'une justesse sans compromis, Anne Hébert s'est assignée une tâche féroce et sacrée, dont elle ne s'est jamais détournée : écrire. Elle est tout entière dans son écriture, il faudrait dire plus justement dans la poésie, puisque c'est là, quel que soit le genre littéraire qu'elle ait pratiqué, sa seule forme d'expression. J'ai rencontré Anne Hébert dans les années 70. J'étais à cette époque-là rédacteur en chef des Nouvelles littéraires, journal qui a disparu, très beau journal. Jean-Marie Borzex. Et je me souviens que nous avions le projet de faire une série d'articles sur la découverte de la France, comment des artistes, des créateurs étrangers arrivent dans le pays et découvrent. Alors leur premier pas, leur premier jour. Et je connaissais un peu Anne Hébert de loin pour l'avoir lu, pour avoir lu Kamouraska, à vrai dire, et guerre autre chose. Et je l'ai appelé pour lui dire « Racontez-moi votre premier jour à Paris ». Et elle m'a raconté cette histoire absolument extraordinaire qu'il faudrait lire, d'ailleurs parce ça a été évidemment imprimé quand elle m'a remis son article. Elle racontait comment
elle avait passé sa première nuit dans un hôtel mythique au bord de la Seine, qui est des Grands Augustins ou quelque chose comme ça, là où Baudelaire, etc., etc. Et comment au petit matin, on est venu lui apporter son petit déjeuner au lit, et la femme de chambre a ouvert la fenêtre, et avec un accent très parigot a dit « En voilà une qui a pris la tasse ». Et ça donnait une tonalité assez étrange à cette rencontre avec Paris, un Paris mythique, hein, parce que pour une jeune Québécoise de la bourgeoisie très littéraire, très tournée vers la culture française, arriver à Paris pour y vivre un certain temps, c'était pas rien. Ma mère, qui avait passé 1 an à Paris quand elle était jeune fille, me parlait de la France comme un pays absolument mythique. Enfin, c'était tout à fait irréel. Et c'était assez dur quand je suis arrivée en France, justement. Tout ce que ma mère m'avait dit, c'était vrai, puis en même temps, c'était pas ça. La réalité était beaucoup plus dure, beaucoup plus difficile à accepter. Et le Paris mythique, par exemple, que je m'étais construit, faisait un écran entre la réalité et moi. Il a fallu que je le démolisse. J'étais très agressive quand je suis arrivée. Il a fallu que je démolisse ce pays des rêves pour rencontrer le vrai Paris. C'était comme un pays de cocagne où il ne pleuvait jamais. D'après ma mère, il ne pleuvait jamais, par exemple. Il faisait très chaud dans les maisons, c'était très confortable. Il y avait de merveilleux feux de bois. Et moi, j'avais toujours des chauffages centrales qui ne marchaient pas. Enfin, ça ne collait pas très bien à la réalité. Et les Français n'étaient pas ces cousins de France dont j'avais rêvé. C'était des gens, des étrangers. Il a fallu que je les accepte comme des étrangers. J'ai retrouvé, Jean-Marie Borzex, une phrase que je trouve assez révélatrice de ce que pouvait être Anne Hébert au moment où elle arrive, précisément à Paris. C'est donc en 1954, son tout premier voyage. Et cette phrase était écrite par le professeur Viat, à l'époque, qui l'avait rencontrée quelques mois après son arrivée. Et il parlait d'elle en disant que c'était une longue jeune fille diaphane, l'air d'une écolière naïve et sans défense, aux yeux ouverts sur un rêve intérieur. Et je trouve que c'est assez juste, un peu cette impression qu'on avait lorsqu'on la rencontrait. C'était une femme qui avait une sorte de jeunesse incroyable. Ouais. Elle a été jeune presque jusqu'à la fin. Elle était très belle. Diaphane, le mot est assez juste. Elle avait une étrange beauté, lointaine, distante, un peu hiératique, hein. Une beauté, une allure qui trompait cependant, parce qu'elle était tout cela, elle était très distante, très secrète, et en même temps c'est quelqu'un qui avait un regard très aigu et qui aimait adorer rire, qui adorait se moquer du monde, qui était parfois extraordinairement impertinente, mais dans un tout petit cercle. Pour le reste, elle était quelqu'un qui vivait ailleurs et qui jetait un regard très personnel sur le monde. Il me semble, Marie-Claire Blais, que l'œuvre de Anne Hébert ne s'est jamais déterminée ou située par rapport à ce qui peut s'écrire au Québec. Que c'est une œuvre essentiellement et fondamentalement individuelle, qui s'est écrite dans la solitude et sans référence finalement à son pays. Mais c'est là où est sa force, c'est là où réside ce tempérament unique de l'écrivain, de sortir de ses frontières, d'aller loin dans le cœur humain, dans la condition humaine, et de ne pas être un captif de son histoire, soit québécoise ou autre. Il faut écrire sur les gens, sur les êtres humains tels qu'ils vivent, tels qu'ils sont un peu partout à chaque époque. Et cette époque, chez elle, elle est contemporaine, elle est active et vivante aujourd'hui. Elisabeth referme la jalousie et la fenêtre. Encore un peu, elle tirerait les rideaux. Pour se protéger, se barricader contre toute attaque de l'extérieur. Le jour point déjà. Quelle heure sinistre que l'aube. Ce moment vague entre le jour et la nuit, lorsque le corps et la tête flanchent tout à coup et nous livrent au pouvoir occulte de nos nerfs. Toute la nuit sans dormir. L'insomnie nous a défaits. Il y avait, Jean-Marie Borzex, cette détermination farouche pour l'écriture, qui était un choix probablement de vie exigeant et difficile. Et puis il y a eu un autre choix qui n'a pas dû être simple non plus pour Anne Hébert, c'est le choix de quitter son pays, puisqu'en réalité elle a vécu pratiquement l'essentiel de sa vie ici, à Paris. Oui.
Elle a vécu ici, étrange situation, parce qu'elle adorait Paris, c'était devenu nécessaire à sa création, et en même temps elle était constamment habitée par le Canada. Le Canada ou le Québec d'ailleurs, je ne sais pas ce qu'il faut dire, hein, mais enfin, peut-être les deux, parce qu'elle n'était pas de la génération où on s'appelait québécois, elle était encore de la génération où on se disait canadien-français. Hein. Mais enfin bon, elle était habitée par son pays, par le fleuve Saint-Laurent, par la ville de Québec, parce qu'elle était de Québec et pas de Montréal, voilà, de Québec, de la bourgeoisie lettrée de cette ville. Elle était habitée par ce pays, mais il eût été inconcevable pour elle de créer au Québec où elle aurait été sans cesse sollicitée par maintes choses. Ici, vous savez, en France, elle était finalement assez peu connue. Elle vivait dans une très grande solitude, et c'était cette solitude qui lui était nécessaire. Elle se promenait sans cesse dans le quartier latin qu'elle adorait, mais c'était seule, elle avait finalement très peu d'amis, un tout petit groupe d'amis. C'était la condition nécessaire à son écriture. Être là et vivre dans cette ville. Elle aimait le petit peuple, elle aimait beaucoup, elle habitait dans le quartier de Maubert, et elle adorait le marché, le petit peuple de Maubert. C'était pour elle très important. Pas tant comme source d'inspiration que comme condition d'écriture. Quand on a passé toute son enfance, toute sa jeunesse dans un pays, on est marqué par ce pays, on est fait par ce pays. Alors même si je vis en France ou si je vivais en Chine, ça ne me changerait pas en profondeur. Mes plus profondes racines sont québécoises. Je crois que le fait de prendre un peu de recul me permet de mieux voir mon pays, d'en prendre une certaine mesure que je ne pourrais pas si j'étais trop près. Parce qu'il faut, pour moi, en fait, je travaille de cette façon-là, il faut que les choses se décantent un peu, il faut un certain espace. Je suis arrivé au Québec en 1968 et je me suis très vite intéressé à la littérature québécoise, au cinéma québécois, et j'entendais parler d'une jeune femme, une sorte de vierge, Dominique Noguès, un peu sauvage et qui faisait de la poésie et qui était extrêmement dans la solitude et qui avait échappé à ce que le Québec pouvait avoir d'un peu étouffant dans la période qui a précédé la Révolution tranquille, qui était partie à Paris. Et quand je l'ai vue pour la première fois, elle était avec une de mes collègues et amies de l'Université de Montréal, Monique Bosco. Et là, elle m'a paru tout à fait autre chose qu'une jeune poétesse dans une virginité sauvage. Elle m'a paru une femme tout à fait dans le siècle. Et c'est ensuite que j'ai découvert qu'en réalité, cette jeune poétesse sauvage appartenait à une grande famille de poètes. Son père était poète et elle était cousine, je crois, de Saint-Denis Garneau, un grand poète canadien-français. Et pour moi, ça a d'abord été un mythe et c'est toujours resté l'incarnation d'une sorte de renouveau de la littérature canadienne-française et même à l'amorce de la littérature québécoise à cause de ces premiers recueils de poèmes. Le tombeau des rois en 1953, le mystère de la parole en 1960. Et tout le monde en parlait, les écrivains québécois que je fréquentais, tout le monde en parlait avec respect. Elle était un peu à part parce que elle n'était pas du tout prise dans cette espèce de souverainisme militant ou ce culte de l'indépendance qu'il y avait chez les intellectuels
québécois francophones à ce moment-là. Et malgré ça, elle était respectée. C'est une grande voix. Ça faisait partie de son personnage d'être distante. José Baudet. Pas seulement distante parce qu'elle habitait Paris, mais distante parce que inaccessible. C'était un peu un personnage romantique. Je me rappelle que à l'époque où où j'étais étudiante, on était passionnés parce que elle avait eu quand même cet amour avec son cousin Saint-Denis Garneau qui était mort, soit d'une crise cardiaque, soit qui s'était suicidé. On n'a jamais su, mais ça faisait comme une espèce d'amour impossible. Et puis après, on n'a jamais rien su de sa vie. Alors, la distance... Et c'était une belle femme. Alors, une belle femme inaccessible, ça en faisait un personnage romantique. Et ce qu'elle écrivait, par contre, je ne qualifierais pas de romantique. J'ai trouvé ça... Ce qui m'avait attirée quand j'avais commencé mes études, c'était dense. C'était violent d'une certaine manière. Pour une femme, c'était violent. Et avec Anne Hébert, avec ses poèmes, je ne me rappelle plus des mots, je suis une grande fille maigre, mais j'ai de beaux os. Je ne sais plus exactement dans quel ordre sont les mots. Avec Anne Hébert, quelque part, il y avait une femme intense derrière qu'on pouvait percevoir. Bon, c'est pour ça que je l'ai aimée. Puis après, quand j'ai essayé de la rencontrer, ça a toujours été difficile. Je l'ai rencontrée finalement... alors qu'elle était dans les dernières années de sa vie. Et c'était toujours la jeune fille. Trop tard. Il est trop tard. Le temps retrouvé s'ouvre les veines. Ma folle jeunesse s'ajuste sur mes os, mais pas dans les siens. Comme on pose ses pieds dans ses propres pistes sur la grève mouillée, le meurtre et la mort retraversés, le fond du désespoir touché. Que m'importe, pourvu que je retrouve mon amour, bien portant, éclatant de vie, appuyant si doucement sa tête sur ma poitrine. Il y a une soif d'absolu chez Anne Hébert, quelque chose de révolté en même temps dans son tempérament qui se traduit peut-être dans l'œuvre par des formes de violence qui sont assez impressionnantes parfois. Oui, je pense que vous pensez peut-être à Le Torrent, un texte comme Le Torrent, qui est sur la misère des âmes démunis. Anne était très proche de ceux qui se sentaient dépossédés, qui se sentaient perdus. Et elle a su décrire ces êtres-là toujours. Elle a su les décrire dans ses livres. C'était une grande sensibilité et une grande fragilité, mais en même temps, il y avait beaucoup de force chez elle. Et elle était beaucoup à l'écoute des autres, mais vous remarquerez que dans son œuvre, la violence est toujours pudique. Elle est de plus en plus éclatée, mais elle est pudique. Il y avait chez elle cette grande pudeur aussi. Vous parliez, Marie-Claire Blais, du Torrent, qui est un recueil de nouvelles. Mais si on regarde par exemple Les Chambres de bois, qui est son premier roman, paru en 1958, on voit là se mettre en place quelque chose que je trouve assez caractéristique de son œuvre. C'est le jeu sur la lumière et l'obscurité et l'ombre. Elle a un regard très sensible à l'alternance du bien, du mal, de l'ombre, de la lumière. Oui, c'est un très beau livre, n'est-ce pas, et qui est encore aussi tout en délicatesse. Les relations humaines sont... bien sûr, chaque être est enfermé avec ses émotions, ses sentiments très forts, mais en même temps, il y a
un lien de délicatesse entre chaque personnage dans les chambres de bois. Et comme vous dites, l'ombre et la lumière. Et aussi, il y a une inquiétude. Il y a une inquiétude sur l'amour dans ce texte. Est-ce que ça n'est pas de façon générale dans l'œuvre, cette inquiétude concernant l'amour ? Oui, et puis, comme vous le soulignez, il y a toujours en même temps cette rébellion, comme dans Kamouraska. Et vraiment, c'est étonnant qu'un auteur exprime une telle colère, même si elle est voilée, dans les personnages de Kamouraska, dans le personnage de la femme, de son adultère, de tous ces actes très audacieux qu'elle commet. Elle nous étonne beaucoup dans ce livre. Il faut dire, Marie-Claire Blais, que Kamouraska est un roman qui se situe à la fin du XIXe siècle et qui restitue l'ambiance extrêmement étouffante de ce petit pays replié sur lui, où la femme avait une place qui lui était dévolue, mais qui était une place où elle n'avait aucune liberté. En même temps, c'était un petit pays seigneurial, c'est l'homme qui est le seigneur, mais c'est aussi les terres, la possession des terres. C'est une sorte de bourgeoisie secrète. Et bien sûr, la femme est captive, et c'est ce qui est très beau dans ces personnages. Ici, dans Kamouraska, il y a la colère actuelle, la colère des femmes, le besoin d'avoir des droits, d'acquérir les droits, et on le sent. Moi, ça me rappelle un peu les femmes dans Maupassant. Et vous parlez de société étouffante, mais ce qui est chez Maupassant et chez Anne Hébert, il y a la poésie et la libération par justement cet amour ici là qui fait éclater toutes les frontières. Tout ça, c'est du théâtre, déclare la voix méprisante de ma belle-mère. Comme si je n'attendais plus que ce signal. J'entre en scène, je dis « je » et je suis une autre. Foulée aux pieds la défroque de Madame Roland, aux orties le corset de Madame Roland, au musée son masque de plâtre. Je ris et je pleure sans vergogne. J'ai des bas roses à jour, une large ceinture sous les seins. Je me déchaîne, j'habite la fièvre et la démence comme mon pays natal. J'aime un autre homme que mon mari. Cet homme, je l'appelle de jour et de nuit. Docteur Nelson, Docteur Nelson. L'absence intolérable. Je vais mourir. Le docteur n'est pas revenu depuis que j'ai mis mes bras autour de son cou, mes larmes dans son cou. Docteur Nelson, je suis si malheureuse. Docteur Nelson, Docteur Nelson. C'est peut-être même plus que de l'amour, on peut parler de passion, il y a une forme de fureur, voire même de folie. Enfin, Anne Hébert a cette façon de pousser les sentiments jusqu'à l'extrême limite. Elle va très loin dans les expériences des passions. Oui, et ça, c'était, je trouve qu'elle a compris. C'est d'une grande modernité chez elle. Et c'est la passion, et c'est tout près de la mort en même temps. Et c'est évidemment ici, elle est punie. La femme est punie, et l'amant est puni. Et tous sont punis parce qu'ils sont enveloppés et engagés dans cette passion dangereuse. Mais quel courage d'avoir su décrire tout cela avec tant de finesse. Il faut peut-être souligner, Jean-Marie Borzax, le fait que l'œuvre d'Anne Hébert est fortement teintée des valeurs chrétiennes dans lesquelles elle a grandi, dans lesquelles elle a été éduquée. Et la violence des sentiments, le paroxysme des passions qu'elle met en scène n'est pas étranger, bien sûr, à ces valeurs chrétiennes. Elle est née dans la religion catholique, et pas n'importe quelle religion catholique, telle qu'elle était pratiquée
par le clergé catholique dans ce qu'on avait appelé longtemps la Nouvelle-France et ce qu'on appelait le Québec, c'est-à-dire une église catholique extraordinairement présente, contraignante, avec un clergé impérieux, un clergé omniprésent, une foi qui envahissait tout l'enseignement, tout l'enseignement de tous les petits Québécois ou petits Canadiens français. Aucun n'y échappait dans sa génération. Donc elle a vécu là-dedans, dans ce monde-là, dans cette morale-là, et ça a été pour elle effectivement une expérience extraordinairement importante, d'autant que c'était, je vous le dis, une religion de piétistes, enfin une religion bigote, etc., etc. Et elle a continué toute sa vie à être habitée par cette enfance religieuse, et en même temps elle s'en est extraordinairement éloignée, et elle était souvent très peu respectueuse dans les propos quotidiens qu'elle pouvait tenir, très peu respectueuse de l'Église et du catholicisme. Ça, elle n'en parlait pas, et c'était au fond au cœur de son inspiration. D'abord, Kamouraska, c'est une histoire, c'est un fait divers, ça s'est vraiment arrivé, et c'est une histoire qui est arrivée dans ma famille, et une histoire que ma mère me racontait quand j'étais enfant. Elle me le racontait la version de la famille, c'est-à-dire que Élisabeth, qui s'appelait en réalité Éléonore, n'avait jamais été la maîtresse du docteur Nelson, qu'elle n'avait jamais trempé dans le meurtre de son mari, qu'elle était absolument... il n'y avait aucun soupçon qui pouvait prendre sur elle, et que quand on l'avait vue apparaître au moment de l'enquête, tout le monde avait dit qu'elle était si belle et si pure que c'était impossible qu'elle se soit mêlée de l'assassinat de son mari. Et après la mort de ma mère, j'ai trouvé dans la généalogie, dans la branche collatérale, Achille Taché, moi je l'ai appelé Tassim en réalité, assassiné. Alors là, à partir de là, j'ai fait des recherches dans les journaux de l'époque, les archives, et j'ai découvert des documents qui m'ont aidé à construire mon roman. On entend un claquement de fouet dans l'air sonore. Il est 5 heures du matin. À l'autre bout de Sorel, un homme relève le col de son manteau d'habitant, ajuste sa ceinture de laine autour de ses reins, s'installe dans un sleg américain monté sur de hauts patins. Il parle à mi-voix, comme celui qui est seul au monde. Il dit qu'il sait maintenant à quoi il sert. Ceci est une affaire d'hommes à régler entre hommes. Le temps des sorcières est révolu. Leurs poisons, leurs charmes et leurs chaudrons de fer sont relégués parmi les berceuses et les langes. Malfaisante Élisabeth, tu l'auras voulu. Noir sur blanc, barbe, cheveux, yeux, cœur, surtout le cœur, noir, noir, noir le cheval et le traîneau. Et la neige blanche, aveuglante sous tes pas, jusqu'au bout du chemin, de tous les chemins, là où l'horizon bascule sur le vide. Tuer un homme à la limite de ce vide, se maintenir en équilibre au bord du gouffre, le temps nécessaire pour ajuster son arme et tirer. 1 gallon de sang, environ, pas beaucoup plus à verser. Tu es médecin et connais ces choses. Ta familiarité avec la naissance et la mort n'a de comparable que celle des très vieilles femmes de campagne, couseuses éternelles de langes et de linceuls. 5 heures du matin, tu laisses teinter joyeusement les grelots au col de ton cheval, tout comme si tu les avais toi-même autour du cou, ces clochettes exubérantes. Personne, à part toi, ne pourrait supporter l'incroyable légèreté de ton âme ce matin.
l'impression, vraiment, quand je repense à tout ça maintenant, que je suis rentrée en France au point de vue littéraire par la grande porte. Parce qu'être accueillie à la fois par Pierre-Emmanuel, Albert Béguin, et j'avais reçu un mot aussi de René Char, tout ça, ça me paraissait assez extraordinaire. Après, la vie a été plus ordinaire, mais j'ai eu quand même la chance d'avoir un bon départ. Il est très frappant, Dominique Noguez, lorsqu'on regarde les textes d'Anne Hébert, qu'il s'agisse des recueils de poésie ou des romans. Ce qui est extrêmement frappant, c'est cette écriture qui est à la fois une écriture de la retenue et un étrange mélange entre un lyrisme très fort et puis une écriture très très mystérieuse, très 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 farouche, très violente, où entre beaucoup de violence. Et donc à Mouraska, je regardais là juste le début, très vite il y a des phrases très courtes, enfin toujours cette concision, cette façon d'atteindre presque de la parole à l'os, jusqu'à l'os, enfin d'aller à l'essentiel, qu'on trouve déjà évidemment dans Le Tombeau des rois. Après, avec son deuxième recueil de poèmes, avec le mystère de la parole, il y a plus d'ampleur, il y a une espèce de prose plus longue, plus ample, mais il y a toujours effectivement un souci de l'intériorité, quelque chose de très intérieur. Son premier poème a été publié, je pense, avec une préface de Pierre-Emmanuel. Et il avait une très belle formule, enfin, dont j'ai entendu depuis longtemps, qui était qu'elle avait fait l'expérience des déserts intérieurs. Écoutez, il y a, dans la poésie, il y a des poèmes absolument superbes. J'avais presque envie de vous lire quelques vers d'elle. Il y en a un poème qui s'appelle « Amour », tout simplement. Et ce qui montre bien que cette jeune femme que j'imaginais, une sorte de vierge farouche, est en réalité l'expérience de l'amour, de toutes les passions finalement. Même si ça ne se voyait pas, elle avait un maintien, on aurait dit presque une anglaise, enfin elle avait quelque chose d'assez réservé. Mais n'empêche qu'elle a pu écrire un poème comme celui-ci, dont je vais vous lire les 4 premiers vers, enfin 4 premiers versets, petits versets. Amour, toi, chair de ma chair, matin, midi, nuit, toutes mes heures et mes saisons ensemble. Toi, sang de mon sang, toutes mes fontaines, la mer et mes larmes jaillissantes. Toi, les colosses de ma maison, mes os, l'arbre de ma vie, le mât de mes voiles et tout le voyage au plus profond de moi. Toi, nerf de mes nerfs, mes plus beaux bouquets de joie, toutes couleurs éclatées. Toi, souffle de mon souffle, vents et tempêtes. Le grand air de ce monde me soulève comme une ville de toile, etc., etc. Comme j'ai fait des poèmes, je vois la différence entre la création d'un poème et la création d'un roman. Le poème nous est donné presque entièrement. C'est quelque chose de fulgurant, quelque chose de brutal, de rapide qui nous est donné. Tandis qu'un roman, il faut retrouver l'émotion tous les jours. Il y a des jours où l'émotion est pas mal cachée, pas mal secrète. Et c'est une sorte d'incantation. On l'appelle, on voudrait la retrouver. Et ce qu'on fait, c'est froid, c'est pas ça. Alors, il faut travailler quand même si on jette tout au panier, ce qu'on a fait dans la journée. Et le lendemain, retrouver cette espèce de quête de l'émotion qui est là, qui est enfouie et qu'il faut retrouver comme un petit filet d'eau qui s'est perdu. J'ai rencontré au cours de ma vie un certain nombre d'écrivains. J'en ai vu très peu qui étaient à ce point des écrivains.
il n'y avait pas de chemin de fuite. On revenait toujours à ça. C'était son affaire, sa seule affaire, et toute sa vie était consacrée à cela. Elle vivait seule, et dans une très grande simplicité, malgré son élégance extérieure, etc., une très grande simplicité, et elle ne pensait qu'à écrire. Et elle pensait à écrire d'autant plus que ce n'était pas du tout simple pour elle. Parce que j'ai été effectivement son éditeur pendant quelques années aux éditions du Seuil, et j'ai été frappé par la difficulté qu'elle avait à venir au bout du roman qui était entamé. Ça lui prenait toujours plusieurs années. Elle revenait en arrière, elle reprenait, et parfois elle laissait tomber. C'est vraiment, c'était pas une mince affaire que l'écriture pour elle. Ça relevait parfois du calvaire, mais c'était sa raison de vivre. Sauf à la fin. Et je dois dire que dans les toutes dernières années, les dernières années en France, elle s'est jetée sur des textes courts, très étonnants, allant au bout de certaines idées, de certains imaginaires pour lesquels elle n'avait pas eu l'audace d'aller jusqu'au bout. Elle a été jusqu'au bout dans 3-4 récits, textes que vous connaissez, qui sont les récits de la fin, qui sont les plus extravagants, les plus audacieux. Et là, elle les a écrits très vite, dans une précipitation ultime, comme si elle pressentait que la fin approchait. Il est vrai, Jean-Marie Borzex, que Anne Hébert était habitée par son pays. La meilleure preuve en est que l'essentiel de ses textes, ses plus connus, se situent tous au Québec. Et très curieusement, le jour où elle est retournée vivre à Montréal, en l'occurrence, c'est comme s'il y avait eu un glissement de l'imaginaire. Les deux derniers textes se situent ici, à Paris. Et ça démontre bien qu'il lui fallait cette distance, que c'était l'important, c'était son imaginaire, c'était pas la réalité qu'elle vivait tous les jours. Moi, je l'ai vue quand elle est revenue à Québec, un peu malade. Elle commençait à être un peu sérieusement malade, et elle quittait un appartement très discret dans un immeuble très discret de Maubert, du quartier de Maubert à Paris, et elle est partie s'établir dans un appartement moderne, un condominium comme on dit là-bas, sur le Mont-Royal, et c'était un endroit extraordinaire parce que il n'y avait que des vitres, et elle était orientée au nord, mais il y avait toute la grande plaine du nord, on voyait extraordinairement loin, et c'était un désert et en même temps un puits de lumière. C'était absolument éblouissant, et elle avait passé toute sa vie parisienne dans un endroit. Elle était au premier étage, assez peu lumineux, dans une obscurité relative. Tout d'un coup, se retrouver au Québec, dans un moment très difficile à la fin de sa vie, c'était retrouver une lumière, la lumière du Grand Nord. Et ça aussi, ça fait partie du contraste entre ces deux lieux de la création, très différents. Elle avait voulu cette rupture, et elle était à la fois effrayée par cette lumière et en même temps extraordinairement fascinée par cette lumière. Et c'est là qu'elle a écrit ces récits parisiens dans les petites rues du quartier latin. Oui, et c'est d'autant plus étonnant que ces deux derniers récits, Est-ce que je te dérange, qui paraît en 1998, et Un habit de lumière en 1999, sont des textes écrits à l'époque où Anne Hébert est déjà une vieille dame, et elle ose aborder des thèmes qui sont loin d'être faciles. On est dans la folie pour le premier d'entre eux, Est-ce que je te dérange ? Elle aborde le récit de l'homosexualité, en plus dans Un habit de lumière, une mère et son fils qui aiment un même homme. Bon, autrement dit, elle va très loin dans la violence des sentiments, ce qui a toujours été son thème, mais là, elle va jusqu'au bout. Oui, mais c'est ça un grand écrivain. C'était une femme en apparence extraordinairement sage, qui était habitée par des fantasmes infinis. Qui, le premier de Stéphane ou de moi, a aperçu Delphine au bord de la fontaine, dans la lueur des marronniers roses alignés sur la place? Il y avait là une fille qui ne bougeait pas, depuis un long moment,
assise sur la margelle, une nappe d'eau jaillissante dans son dos. Son immobilité avait de quoi surprendre. Il se dégageait de toute sa petite personne une sorte d'entêtement à se trouver là, dans l'embrun de la fontaine, et à ne pas vouloir exister ailleurs. Les coudes aux genoux, repliés sur elle-même, légèrement offusquée d'être au monde. Elle était là, au bord de la fontaine, comme un petit tas tombé des arbres roses. Moitié fille, moitié végétale, pareille à une grappe gonflée. Son ventre rond, sa robe froissée, et je ne saurais sans doute jamais si cette créature m'est contraire ou non. Mal aux pieds, mal aux jambes, plus d'argent, complètement crevé, terminé l'héritage de ma grand-mère, trop marché, depuis des jours, des nuits, peur de m'arrêter, d'être tué sur place, prise de force. On m'insulte sur les trottoirs là où je vais sans m'arrêter. Des hommes mauvais me dévisagent au passage, me touchent avec des mains sales. Mal aux reins, mal au cœur, comme si j'étais enceinte à nouveau. Plus rien à faire, rien à dire, rien à expliquer, rien à rire, rien à pleurer, rien à manger non plus. Moi, toute seule, moi, moins que rien, moi qui marche depuis des jours, des nuits, la soif. Je colle depuis 10 bonnes minutes au talon d'un homme qui mange des raisins et crache la peau des raisins par terre sur le trottoir. Je mange la peau des raisins crachés par l'homme qui marche devant moi dans la rue. J'ai mal au ventre. Mal partout. La petite bonne femme qui a mal partout, disait ma grand-mère. Le dépouillement des 2 derniers livres et puis la question qu'elle se pose devant l'être humain, et pour moi, à ce moment-là, c'est son intérêt, sa compassion pour la jeunesse et pour les êtres perdus, égarés, dont personne ne s'occupe, comme cette jeune fille dans Est-ce que je te dérange ? Tout ce monde de l'itinérance qui devient tout à coup le sien, qu'elle voit de très près, cette humanisation, pour moi, là, tout devient très, très bouleversant. C'est la scène de l'individu marqué. Elle retrouve comme les personnages dans le torrent, si je puis dire, que tout à coup on est au centre de la dépossession du monde. C'est attachant qu'elle revienne à ce qui l'a préoccupée, que tout à coup tout se dépouille autour de la nudité humaine, de la quête humaine, dans la pauvreté, dans la misère, que cela devienne le portrait qui l'intéresse. Qu'est-ce qu'on peut faire pour Delphine qui a disparu ? Sa grossesse, sa folie, sa robe de coton usée jusqu'à la corde, l'héritage de sa grand-mère qui s'amenuise à vue d'œil, l'homme qui l'a mise enceinte, son refus de l'épouser. Stéphane et moi, on a décidé d'adopter Delphine avec son enfant. On a acheté une layette, du linge, des vêtements de maternité dans une boutique spécialisée. On s'est mis à la chercher dans la ville. Rien ne sert sans doute de secouer la ville en tous sens comme un tapis dans l'espoir de retrouver Delphine. Rues, places, ruelles, cafés, gares, surtout les gares. Elle est introuvable. Stéphane répète son nom à qui veut l'entendre. Elle s'appelle Delphine. Vous ne l'avez pas vue ? Perdue dès l'origine. Pareil à un chiot trouvé dans une poubelle, égaré dès l'aube de ce monde dans un vague pays tel qu'on peut l'imaginer, Delphine est bel et bien introuvable. Est-ce que je te dérange ? Il y a cette histoire d'errance d'une jeune fille qui vit dans un état de folie. Enfin, elle semble avoir perdu absolument tous ses repères. Anne Hébert arrive à mettre en scène avec beaucoup de délicatesse ce personnage qui est un personnage extrêmement complexe. Et elle nous pose la question,
Qu'allons-nous faire avec cet être-là? Qu'allons-nous faire avec cette délinquance, cette quête éparse d'un être qui n'a pas de défense, qui n'a pas d'ego, qui est marqué pour la vie, mais qui n'a pas de vie à soi, qui erre, et elle nous pose la question. On reste sur notre fin de savoir ce qui arrivera à ce destin, parce que ça l'a tellement hanté, et j'aime qu'elle nous pose cette question. C'est essentiel aujourd'hui. Je crois que foncièrement, je suis une révoltée. Je n'accepte pas les choses telles qu'elles sont. Je suis toujours à regimber, toujours à... Je crois que c'est peut-être aussi, ça c'est une question, un certain sens de l'absolu que j'ai, qui me vient peut-être de ma jeunesse catholique. Quand on a une foi dans sa vie, désirer l'absolu, on ne peut pas se contenter de la réalité telle qu'elle est. Mais comment je pourrais dire, c'est la globalité de Anne Hébert qui me touche, plus qu'un livre en particulier. C'est cette espèce de densité, de violence, une violence féminine qui n'avait pas encore été exploitée et qui ne l'est pas très bien encore, je trouve, qui, moi, me touche à travers toute son œuvre plutôt que dans un roman en particulier. Il faut dire que c'est une violence des sentiments, une violence des pulsions, du désir aussi. Oui, du désir, une intensité, une densité là, vraiment là, qui lâche pas de tout, pendant tout un livre. Et, c'est comme un voltage, un voltage qui se tient d'un bout à l'autre et puis qui correspond quelque part, je pense, en tout cas, moi qui me touche en tant que femme. Ce qui est touchant, c'est que même malade à la fin de sa vie, Anne Hébert écrivait encore beaucoup, avec des mains qui souffraient, atrophiées par l'arthrite et tout, et même dans une condition physique qui était pour elle très dure. C'est une femme qui n'a jamais cessé d'écrire, qui est morte en écrivant, si je puis dire. Donc pour moi, c'est un signe d'une sorte de vie éternelle de penser à cela. C'est extrêmement séduisant pour nous qui voyons la route de l'écriture comme un éternel recommencement. On sentait bien qu'elle ne vivait que pour ça. Elle était, je ne sais pas, il y avait une espèce d'aura autour d'elle, la femme écrivain qui est toujours en train d'écrire, même silencieusement, enfin, en train de préparer quelque chose. Elle avait une façon de se taire aussi qui était peut-être le signe de l'écrivain. S'il est vrai, comme dit Blanchot, que l'écrivain est celui qui diffère de parler. Alors, ma question aujourd'hui, c'est de savoir dans quelle mesure elle va et comment va-t-elle, elle qui est si datée finalement, et qui appartient quand même à une veine très classique de la littérature, comment elle va entrer dans la postérité. Ça, c'est une grande question. Je suis un peu triste, même très triste, de voir qu'au Québec même, on l'enseigne beaucoup moins dans les écoles. Elle reste une figure extraordinairement importante au panthéon des lettres québécoise, mais enfin je suis quand même triste de voir que les jeunes Québécois abrutis par la pédagogie moderne et je ne sais quoi, les extraits de textes préfabriqués et toutes ces choses sont moins enclins à lire les romans d'Anne Hébert qu'ils ne l'étaient il y a une vingtaine d'années. Alors je me pose la question, je ne sais pas.
je ne sais pas. Elle fait quand même référence dans son œuvre, pour ce qui est de la partie québécoise, à un monde qui est en train, ou qui a complètement disparu. Parce que ce monde de la foi chrétienne, de la pratique religieuse que vous évoquiez, au Québec, tout d'un coup, c'est passé une chose extraordinaire, en 10 ans, ça a disparu. C'était le pays d'Occident où la pratique religieuse était la plus forte, où le clergé était le plus puissant, le plus riche, et puis la révolution tranquille, etc. Différents événements se sont produits, les églises sont vidées, on en a fait des appartements, enfin, on a même vendu les statues à l'encan, etc., etc. Et tout ce monde-là, il a disparu. Et les jeunes aujourd'hui voient ça avec beaucoup avec un regard très distancié et exotique. Enfin. Ma grand-mère se balance toute l'après-midi de dimanche sur la galerie de devant. Les berceaux de sa grande chaise berçante rouge brillant à fond de paille vont et viennent sur les planches de la galerie pendant des heures le dimanche. J'aime ce bruit égal qui se mêle à la rumeur des champs alentours. J'entends ce frottement doux du bois contre le bois jour et nuit dans ma tête, à Paris, à Nantes, à Aix, rue Gilles-Coeur, à la Fontaine Saint-Sulpice, à la Villa Anthelme. Quand elle est morte, ma grand-mère est tombée de sa chaise berçante sur la galerie. Pas une plainte, ni un soupir, ni un seul appel au secours. Elle est tombée comme quelqu'un qui a fini de se balancer et se laisse aller par terre. Un bruit sourd et léger à la fois, comme une veste pleine de choses mates et légères dans les poches qui s'affalent sur les planches grises de la galerie. Il ventait tellement ce jour-là que la chaise vide a continué de se balancer toute seule dans le vent pendant que ma grand-mère était étendue morte par terre. Un poème du Tombeau des Rois qui s'appelle « Il y a certainement quelqu'un ». On dirait presque un titre à la Anna Gavalda. C'est vrai. Mais c'est écrit donc bien avant. Dans les années 50, oui. Il y a certainement quelqu'un qui m'a tué, puis s'en est allé sur la pointe des pieds, sans rompre sa danse parfaite. A oublié de me coucher, m'a laissé debout, toute liée, sur le chemin, le cœur dans son coffret ancien, les prunelles pareilles à leur plus pure image d'eau. A oublié d'effacer la beauté du monde autour de moi, a oublié de fermer mes yeux avides et permis leur passion perdue. Voilà, c'est de la poésie, donc ce sont des vers libres, mais vous voyez, toujours très courts, et avec quand même des images qui... Il n'y a pas d'exubérance, on n'est pas dans une espèce de poésie baroque, mais alors il y a une espèce de violence à peine contenue, mais une force, une fulgurance quelquefois. C'est ça qui frappe dans ces premiers poèmes. Tout ça est pris dans... Je crois que la saison dominante intellectuellement dans ces premiers poèmes, c'est l'hiver. Hein, ça tout de même. C'est une poète de l'hiver. L'hiver qu'on a en soi, d'ailleurs. C'est un peu ce que voulait dire Pierre-Emmanuel avec sa formule sur les déserts intérieurs. Mais en même temps, il y a toujours un feu qui brûle quand même. Et voilà. Mais l'hiver est la saison des feux qui brûlent. Il y a toujours du feu sous la cendre et même sous la neige.
Une vie, une œuvre, Anne Hébert, avec Marie-Claire Blais, écrivain. Son dernier roman, Augustino et le cœur de la destruction, est paru aux éditions du Seuil. José Baudet, productrice et réalisatrice à l'Office national du film du Canada. Jean-Marie Borzex, qui fut l'éditeur de Anne Hébert. Et Dominique Noguez, écrivain, auteur notamment de L'Embaumeur, aux éditions Fayard. Et avec la voix de Anne Hébert. Extrait des romans Kamouraska et Est-ce que je te dérange, lus par Sophie Bourrel. Archivina, Martine Auger. Prise de son, Olivier Berotte, Fabienne Belot. Mixage, Jean-Michel Coqui. Réalisation, Françoise Camard. Une émission de Catherine Pont-Imbert.